Bonsoir. Le monde de la finance devait être l'un des sujets principaux de cette campagne électorale. François Hollande en avait fait sa priorité, l'ennemi public numéro 1, et Nicolas Sarkozy promettait de le mettre au pas avec ou sans l'appui d'Angela Merkel. Ça, c'était en janvier, et depuis, pas grand-chose, ou presque. François Hollande est allé en Angleterre expliquer à la Cité de Londres qu'on l'avait mal compris, et Nicolas Sarkozy, lui, est passé à autre chose. Alors, comment fonctionnent ces marchés financiers? Quel est le pouvoir de la City? Faut-il en avoir peur? Les politiques ont-ils déjà perdu? Au contraire, est-il encore temps de réguler la finance mondiale? Eh bien, pour parler de tout ça, des spécialistes autour de cette table, des banquiers, des politiques, des analystes financiers, et un documentaire signé Mathieu Verbou. Ça s'appelle La City Finance en eau trouble. Au cœur de Londres, au pied de la cathédrale Saint-Paul, se niche l'arpent de territoire le plus riche que la Terre ait jamais porté, la City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. À peine 3 km² où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète. Plus que New York, Francfort et Paris réunis. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est 5 fois supérieur au PNB du pays. Il y a ici beaucoup d'investisseurs et de banques privées. Ça investit beaucoup ici. Avec la crise, beaucoup de gens ont perdu leur boulot et lors des entretiens d'embauche, ils doivent faire davantage attention à leur apparence, au cirage de leurs chaussures. J'arrive un peu à bavarder avec eux. Et ils se livrent devant moi sans difficulté. Ils me disent des choses que des gens paieraient pour savoir. Je les côtoie depuis des années maintenant. J'ai entendu pas mal d'histoires. C'est assez fascinant. Ici, les riches restent riches. Quelques millions en moins, mais toujours riches. La nuit, le légendaire quartier d'affaires devient une cité fantôme, vide d'habitants ou presque. Mais l'argent, lui, ne s'arrête pas pour autant de travailler. Bien au contraire. La bourse de Londres est la seule bourse du monde, avec celle de New York, à n'avoir jamais fermé ses portes, même en temps de guerre. Si la patrie de Winston Churchill et de Margaret Thatcher est encore aujourd'hui une puissance mondiale, c'est sans doute à cette cité fantôme qu'elle le doit. La City a toujours su se protéger des regards extérieurs. Rares sont ceux qui ont pu percer ses petits et grands secrets. John Christensen y a consacré une partie de sa vie. Pour qui souhaite visiter la City, quand vous franchissez les limites de cette enclave autonome, vous tombez nez à nez avec des statues du griffon. Le griffon est la bête mythologique, moitié lion, moitié dragon, chargée de garder le trésor. C'est le symbole de la City of London que l'on voit dès l'entrée dans la City. À chaque grande intersection, un griffon se tient là pour signifier « Vous entrez maintenant dans le trésor, vous entrez dans un nouveau territoire. Ici, c'est nous qui avons le pouvoir. » Par quel hasard de l'histoire, la City est-elle devenue la principale place financière de la planète? L'endroit où s'effectue la moitié des entrées en bourse internationale, où se concentrent 80% des hedge funds européens.
Tout cela est le fruit de la longue histoire d'une cité médiévale, placée sous l'autorité de Dieu et indépendante de la couronne depuis bientôt 1000 ans. Cela fait de la City l'entité politique la plus ancienne au monde. Des siècles durant, l'argent a prospéré à la City. Sans elle, le Royaume-Uni n'aurait pu financer son expansion coloniale, ses guerres contre Napoléon ni sa révolution industrielle. C'est grâce à la City of London que la couronne a pu souvent exaucer ses rêves de grandeur. La City ne manque pas une occasion de le lui rappeler. Nous sommes au pied de Saint-Paul, à Temple Bar, un lieu très symbolique. C'est ici que monarques et souverains doivent se défaire de leurs attributs armés avant de se placer sous la protection de la City. La reine Victoria, par exemple, lors de son jubilé de diamant, a eu à se défaire de ses armes et insignes. Elle a été accueillie avec une épée, celle-là même que la reine Elisabeth offrit pour l'ouverture de la Bourse Royale, qui se trouve sur Paternoster Square. Ce lieu est donc chargé d'histoire. De ce côté, vous avez Ave Maria Street, là c'est Amen Street. Un lieu consacré à Dieu, à l'argent, mais assurément pas à la démocratie. Historien de formation, Lord Maurice Glassman est l'un des rares universitaires britanniques à avoir étudié les ressorts politiques de la City, la façon dont la cité médiévale est devenue un pilier majeur de l'establishment britannique. La City s'est dotée d'un parlement, né plusieurs siècles avant que la monarchie ne devienne à son tour parlementaire. Créée à l'origine par des citoyens libres, ou freemen, la City est le berceau historique de la démocratie britannique. Pour élire ses parlementaires, la City a mis en place un système électoral complexe, sans aucun équivalent au monde. Peuvent y voter les résidents de la City, mais aussi les entreprises qui y sont implantées, sans oublier les citoyens d'honneur, titre honorifique exceptionnellement accordé à des personnalités britanniques ou étrangères. Vous avez des entreprises comme Goldman Sachs, des banques chinoises, autrement dit des apparatchiks communistes, qui peuvent voter aux élections à la City of London, tout ça le plus légalement et le plus légitimement du monde. Ce n'est pas simple de comprendre comment le capital a pu conquérir la plus insolite, la plus dense, la plus intensément démocratique cité du monde. Il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. En sa qualité de citoyen d'honneur de la City of London, Vladimir Poutine a le droit de voter. Et pareil pour George Bush. Il y a des moments où tout cela me tend légèrement. La City dispose également de son propre gouvernement, appelé City of London Corporation. À sa tête, un personnage méconnu, le Lord Mayor, élu par les corporations de marchands qui jouent un rôle politique actif à la City depuis des siècles. À Londres, nous avons un maire élu par le peuple, mais sans réel pouvoir. Son nom est Boris Johnson. Et nous avons un autre maire élu par personne, mais extrêmement puissant, le Lord Mayor de la City. Bienvenue en Angleterre. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien London Bridge. Et là-bas, oui, c'est bien un troupeau de moutons. Cela peut paraître surprenant, mais il ne s'agit pas d'une première. Il s'agit là d'un privilège ancien de près de 1000 ans, accordé à un nombre restreint de Londoniens. Les marchands de bestiaux souhaitant entrer dans Londres pour vendre leur cheptel pouvaient le faire sans avoir à s'acquitter de taxes à London Bridge et ailleurs aussi. Et nous réaffirmons ce droit. Et ainsi, nous célébrons les bonnes vieilles traditions de nos anciens, sans perdre de vue la bonne cause, la collecte d'argent pour les œuvres charitables du Lord Mayor. Nous voici face aux moutons mythiques et aux Freeman, ce citoyen libre qui faisait passer ses moutons par London Bridge. Londres était alors le centre du commerce international dans le nord de l'Europe et les Freemen n'avaient pas à payer de taxes. Et l'histoire de la City of London a beaucoup à voir avec l'allergie à l'impôt. En défendant bec et ongles ses privilèges fiscaux,
la City a acquis un statut d'exception, une forme d'immunité. Un privilège qu'elle doit à son statut de grand argentier du royaume. Alors que la fin de l'Empire semblait avoir sonné le glas de ce bel attelage, la puissance britannique ressuscite silencieusement à la fin des années 50. Les dignitaires de la City of London, plaçant le pouvoir politique devant le fait accompli, transforment les anciens confettis de l'Empire, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Gibraltar et les îles anglo-normandes, en paradis fiscaux. Londres est au cœur d'une galaxie de satellites. La dernière fois que nous avons compté le nombre de paradis fiscaux, nous sommes arrivés à un total de 60 pays, dont la moitié est directement issue de l'ex-empire britannique. Ils battent peu ou prou pavillon britannique et sont étroitement liés à la City of London. Ils fonctionnent sur le droit anglais, ont recours à des banques anglaises, dont beaucoup sont très présentes à la City. C'est cela qui vaut à Londres d'être à la fois la plus grande place financière et le plus grand paradis fiscal de la planète. En créant ces centres offshore qui pratiquent souverainement le secret bancaire et la non-imposition, la City forge une pièce maîtresse de la globalisation financière à venir. En quelque sorte, elle la préfigure. La quasi-majorité des investissements internationaux se fait via les centres offshore. C'est plus avantageux fiscalement et moins contraignant juridiquement. La grande majorité du commerce mondial transite offshore, en tout cas sur le papier. Cela permet aux multinationales de faire basculer le profit du pays où il a été créé vers ces juridictions où elles peuvent échapper à l'impôt. Écoutez, les centres offshore ont été reconnus par le gouvernement et le fisc britannique, et ce depuis des années. C'est de l'optimisation fiscale. Bien sûr, cela ne vaut que pour des gens qui ont assez d'argent pour se sentir concernés. Cela ne vaut pas pour monsieur tout le monde. On peut dire qu'on les a rendus attractifs pour qui veut faire du business au Royaume-Uni. À cela près que cela crée une distorsion massive dans le mouvement de globalisation. Pour moi, les paradis fiscaux sont au cœur de la globalisation. Ils en sont aussi la principale faiblesse. Et ça me sidère que la plupart des économistes, des observateurs, passent sous silence les paradis fiscaux, alors qu'ils sont au cœur de cette globalisation et qu'ils expliquent pour une grande part pourquoi elle a échoué à répondre aux attentes des peuples. What is this about big? You know, seeing the big picture, having the big idea. When I was growing up, I wanted to be the big man. I never wanted to be the little man. Even the little man wanted to be the big man. When you go to America, you want to go to the big apple, not the little apple. When I get up in the morning, I want a big breakfast. I want my girlfriend to say, "Good morning, big boy." To which I'll reply, "I've got a big day today, a big meeting with the big chiefs from a big studio. It's a big time for the big bucks." And in my big meeting, I'll turn to one of the big hitters and I'll say, "I love this movie. It's got to be big. There's only one small problem, my fee. I'd like it to be, what's the word?